Les clubs de motards hors la loi sont construits en s'en sur le pouvoir, la loyauté et la peur. Les Hells Angels ont passé des décennies à s'assurer qu'ils occupent le sommet de ce monde dominant leurs rivaux et contrôlant des territoires à travers les continents. Mais ils ne sont pas intouchables. Éparpillés à travers les États-Unis et dans le monde entier, il existe des clubs ayant la taille, la force et l'histoire pour les défier et dans certains cas les battre. Ce ne sont pas des motards occasionnels. Ils sont organisés, connectés et prêts à se battre jusqu'au dernier homme debout. Les forces de l'ordre les qualifient d'entreprises criminelles. Les rivaux les connaissent donc comme des ennemis dangereux. Le procureur américain a annoncé une opération majeure de répression contre les Mongols, les qualifiant d'entreprises criminelles violentes. Et lorsqu'ils empiètent sur un territoire, cela déclenche souvent un conflit qui laisse une marque durable sur le monde des motards. Mongols Motorcycle Club, s'il y a un club que les Hells Angels détestent vraiment, c'est le Mongols Motorcycle Club. Fondé à Montebello, en Californie, en 1969, les Mongols ont commencé avec un ressentiment. Et la plupart de leurs fondateurs étaient des vétérans latinos du Vietnam qui avaient été rejetés par les Hells Angels. À l'époque, la race jouait encore un grand rôle dans l'adhésion. Ils ont donc construit leur propre club et dès le premier jour, ils n'étaient pas là juste pour vous enrouler. Ils visèrent le territoire des Angels. Il n'a pas fallu longtemps pour que la rivalité devienne sanglante. Les Mongols ont prouvé dès le début qu'ils n'avaient pas peur de la confrontation directe. Dans les années 1990 et au début des années 2000, ils ont poussé agressivement dans des zones que les Angels considéraient comme les leurs. Eh bien, les Hells Angels sont venus voir les Mongols et leur ont dit de se retirer. Évidemment, cela ne s'est pas bien passé pour les membres de la troupe de motards mongols. Ils leur ont essentiellement dit d'aller se faire voir. Le résultat des fusillades, des assassinats et des bagarres à grande échelle. L'un des moments les plus infâmes est survenu en avril 2002 lors du Laughlin River Run au Nevada. À l'intérieur du casino, Hara, les Mongols et les Hells Angels se sont croisés. Les mots se sont transformés en poussées, puis sont venus les couteaux et les armes à feu. Au moment où tout était terminé, 3 motards étaient morts. 2 Angels, un Mongol, et le sol du casino ressemblait à une zone de guerre. Les forces de l'ordre poursuivent les Mongols depuis des décennies, et pour de bonnes raisons. Le club écran doit être lié à un trafic de drogue à grande échelle, à la vente d'armes, à l'extorsion et à des agressions violentes. En 2008, l'ATF a lancé l'opération Black Rain, une enquête massive sous couverture qui a conduit à l'arrestation de plus de 60 membres et associés. Les accusations comprenaient le meurtre, le racket et le trafic de narcotiques. Les procureurs fédéraux ont même tenté de priver le club de son logo de marque, le célèbre Mongols Patch, arguant que retirer leur identité les affaiblirait. La bataille juridique pour ce patch n'est toujours pas terminée et les Mongols continueront de le porter fièrement. Ce qui les rend si menaçants pour les Hells Angels n'est pas seulement la violence mais aussi l'attitude. Les Mongols ne reculent pas, ils pénètrent sur le territoire ennemi en plein jour. Ils déclenchent une bagarre sachant que la police regarde. Ils n'ont aucun problème à escalader une situation jusqu'à ce que quelqu'un soit blessé, ou pire. Leur adhésion est étroitement organisée, loyale et répartie sur plusieurs États et pays, ce qui les rend difficiles à cerner. Et voici la partie que les Angels ne peuvent ignorer. Les Mongols les ont déjà battus. Dans les années 1980, après une guerre de gangs violente, les Hells Angels ont été contraints de céder la majeure partie du sud de la Californie, y compris des parties clés de Los Angeles et de l'Inland Empire, sous une trêve. Les Mongols ont revendiqué le territoire, ont continué à recruter et ont survécu à d'énormes répressions fédérales. Dans le monde des motards hors la loi, ce genre de résilience est une arme en soi. Pour les Hells Angels, les Mongols ne sont pas juste un autre rival. Ils sont une rancune qui dure depuis plus d'un demi-siècle. Chaque combat entre eux est personnel. Chaque perte fait mal. Et dans une culture fondée sur la réputation, les Mongols ont prouvé maintes fois qu'ils ne sont pas seulement prêts à se battre contre les Angels, ils sont prêts à les humilier. Outlaws Motorcycle Club. En juillet 2008, des agents de l'ATF et du FBI lourdement armés ont encerclé les maisons des Outlaws dans la région de Chicago à l'aide de véhicules blindés. C'était l'une des plus grandes répressions des forces de l'ordre dans l'histoire de la région. Ces raids faisaient partie d'une longue campagne des autorités pour perturber l'un des clubs de motards hors la loi les plus violents et enracinés au monde.
Le Outlaws Motorcycle Club, officiellement connu sous le nom d'American Outlaws Association Iowa, a été fondé à McCook dans l'Illinois en 1935, ce qui en fait l'un des plus anciens groupes de motards hors la loi. Bien avant l'existence des Hells Angels, les Outlaws s'étaient déjà approprié un territoire et avaient bâti une réputation de violence extrême. La rivalité avec les Hells Angels a commencé lorsque les Angels ont essayé de s'imposer dans des villes contrôlées par les hors-la-loi dans le Midwest. Chicago, Milwaukee et Détroit sont rapidement devenus des points de tension. Les rapports de police des années 1970 montrent des fusillades répétées, des attentats à la bombe et des agressions brutales liées à ces guerres de territoire. Au Canada, les confrontations entre les deux groupes dans les années 2000 ont escaladé au point que la police a comparé les rues à une zone de guerre de bas niveau. Les opérations criminelles des Outlaws ont inclus le trafic de drogue à grande échelle, les meurtres contractuels, l'extorsion et le trafic d'armes. Leur réseau s'étend à travers les États-Unis, le Canada, l'Europe et l'Australie. Les agences de force de l'ordre ont dû former des task force dédiées juste pour suivre leurs activités. Des opérations fédérales comme l'opération One Percenter au milieu des années 1980 et l'opération Trojan Horse en 2010 ont ciblé les clubs de motards hors la loi, y compris les Outlaws, avec des raids coordonnés à travers plusieurs États. Ces actions impliquaient des agents sous couverture des dizaines d'arrestations et la saisie de drogues, d'armes à feu et d'argent. L'une des campagnes les plus intenses d'agents contre eux a eu lieu avec l'opération 00 en 2008, spécifiquement à Chicago. Des équipes SWAT et des agents fédéraux ont perquisitionné des installations liées aux Outlaws et à leurs associés. Lors de ces raids dans Pseudo-Relais, les forces de l'ordre ont saisi des armes à feu, des casses de billets et même une grenade vivante. Ce n'étaient pas des arrestations symboliques. Les autorités frappaient au cœur de la direction et de l'infrastructure des Outlaws. Ce qui fait des Outlaws une menace sérieuse pour les Hells Angels, ce n'est pas seulement leur volonté d'utiliser la violence, mais aussi leurs profondes racines territoriales. Les Outlaws contrôlent une grande partie du Midwest depuis des décennies, opérant à partir de clubhouses fortifiés et soutenus par des alliances avec d'autres gangs. En nombre. Leur devise « Dieu pardonne, les hors-la-loi ne pardonnent pas » est plus qu'un slogan. Elle reflète leur réputation de représailles. Lorsque les Hells Angels les défient, les Outlaws répondent de manière agressive et escaladent souvent le conflit. Dans le monde des motards hors la loi, le territoire est tout. Les Outlaws détiennent le leur depuis des générations et les répressions répétées des forces de l'ordre ne les ont pas brisés. Ils restent organisés, armés et prêts au conflit. Pour les Hells Angels, ils ne sont pas juste un autre club. Ils sont un rival puissant et immuable qui est en guerre avec eux depuis des décennies. Warlocks Motorcycle Club. Si vous parlez à quiconque dans le monde des motards de clubs dangereux, le nom Warlocks apparaîtra rapidement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a en fait deux. L'un a été fondé à Philadelphie en 1967. L'autre a commencé en Floride la même année. Ils n'ont aucun lien officiel, mais les deux ont construit des réputations imbibées de violence. Les Warlocks de Floride, fondés par le vétéran de la marine Tom Grubb, sont ceux que les forces de l'ordre ont vraiment gardés à l'œil. Pourquoi ? Parce que pendant des décennies, ils ont été profondément impliqués dans le trafic de méthamphétamine armée jusqu'aux dents et complètement à l'aise avec l'utilisation de la force létale pour résoudre des problèmes. Leur histoire est jonchée d'incidents qui feraient même frémir d'autres motards hors la loi. Ce ne sont pas des bagarres dans des bars. Nous parlons de meurtres contractuels, de vols à main armée et de purges internes sanglantes. La loyauté est exigée et la déloyauté est punie de la manière la plus sévère possible. En 2014, 4 membres ont été condamnés pour avoir tué 2 des leurs dans un litige concernant des bénéfices d'autres de drogue. Ce n'était pas désordonné ou prolongé, c'était de style exécution. Froid calculé et final. C'est le genre de réputation que portent les Warlocks. Une où les trahisons peuvent être une sentence de mort. Les Hells Angels ont eu leurs propres accrochages avec les Warlocks, surtout dans les années 1970 et 1980. À l'époque, les deux groupes essayaient de contrôler les mêmes routes de drogue lucratives dans certaines parties de l'Est des États-Unis.
Des affrontements se produisaient et ils n'en étaient pas subtils. Les rapports de renseignement de cette époque parlent de fusillades, d'attaques, d'incendies et d'embuscades. En Floride, les Warlocks ont veillé à s'associer à d'autres clubs qui étaient déjà des ennemis, des Angels leur donnant plus de pouvoir dans toute confrontation. Et ce n'est pas comme si les Warlocks avaient eu la vie facile. Les forces de l'ordre ont essayé de les écraser pendant des décennies. À la fin des années 1990, une série de raids contre le chapitre de Floride a découvert des laboratoires de méthamphétamine, d'énormes caches de narcotiques et des armes de guerre. Même avec ces coups, le club a continué. En 2013, l'opération Trojan Horse a durement frappé les Warlocks de Pennsylvanie avec 23 membres et associés arrêtés pour trafic de drogue et accusation d'armes. La police a même trouvé des explosifs lors de ces raids. Ce n'était définitivement pas une arrestation de gangs de motards ordinaires. Alors pourquoi les Warlocks représentent-ils une telle menace pour les Hells Angels ? Ce n'est pas seulement à cause des armes ou des drogues, c'est la façon dont ils opèrent. Ils ne suivent pas toujours les règles non écrites entre les grands clubs. Ils sont imprévisibles, rapides à riposter et prêts à transformer de petites rancunes en guerres sanglantes. Leur bastion en Floride les place dans une position idéale pour contrôler le flux de drogue et leur réseau d'alliés signifie qu'ils peuvent causer des problèmes bien au-delà de leur territoire. Pour les Angels, un groupe comme celui-ci est dangereux parce que vous ne pouvez pas compter sur eux pour agir rationnellement. Vous ne pouvez pas leur faire confiance pour laisser passer les choses. Et lorsque les forces de l'ordre vous frappent depuis des décennies et que vous êtes toujours debout, cela veut dire quelque chose. Cela veut dire que vous ne survivez pas juste, vous survivez avec les dents montrées. Satodara Motorcycle Club. Si les Mongols et les Outlaws sont les pires ennemis américains des Hells Angels, Satodara est leur cauchemar venu d'outre-mer. Ce club n'est pas né aux États-Unis, mais il a fait suffisamment de bruit pour attirer l'attention des Angels à l'échelle mondiale. Fondé en 1990 aux Pays-Bas par des amis d'origine Molokan Satodara, s'est distingué dès le départ pour une grande raison. La plupart des clubs de motards hors la loi étaient dominés par des membres blancs. Satodara ne se souciait pas de cela. Ils étaient multi-ethniques, accueillant des membres de tous horizons, ce qui les a instantanément rendus attractifs pour les motards durs et ambitieux qui ne s'intégraient pas dans la scène traditionnelle. Dès le début, Satodara a montré qu'ils n'étaient pas juste un autre club de motards. Ils se sont déplacés agressivement en Europe, établissant des chapitres en Allemagne, en Belgique, en Espagne et au-delà. Leur réputation, violence, intimidation et aucune hésitation à confronter directement leurs rivaux. Les bagarres de rue, les coups de couteau et les fusillades sont devenus partie de leur histoire. La police de plusieurs pays les a liés au trafic de drogue, à l'extorsion et à des attaques violentes contre d'autres clubs, y compris les Hells Angels. Aux Pays-Bas, les batailles de territoire entre les deux groupes ont conduit à des bagarres publiques et à des représailles mortelles. En 2010, Satodara était devenu une force internationale avec des chapitres en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et même dans certaines parties de l'Asie. Ce n'était pas juste une expansion. C'était une poussée délibérée dans des territoires où les Hells Angels avaient encore déjà une présence. Et c'est là que les vrais problèmes ont commencé. En Allemagne, les affrontements entre les chapitres de Satodara et des Angels ont conduit à des raids, des arrestations et une présence policière accrue dans les villes à forte concentration de motards. En Australie, la rivalité a escaladé en violence de rue si intense que des quartiers entiers ont été placés sous verrouillage policier. Les gouvernements n'ont pas seulement remarqué, ils ont agi. Satodara a été interdit dans plusieurs pays, y compris aux Pays-Bas et en Allemagne, car les autorités les considéraient comme une menace sérieuse pour l'ordre public. Aux Pays-Bas, les juges ont convenu que le club était une organisation criminelle déguisée en club de motards. L'interdiction visait à les démanteler, mais elle a également envoyé un message sur à quel point ils étaient devenus dangereux. Même après les interdictions, des chapitres clandestins ont tenté de maintenir le nom en vie, montrant que le réseau n'est pas facile à éliminer. La menace qu'il pose aux Hells Angels est simple et sérieuse. Satodara ne suit pas les anciennes règles. Il ne se soucie pas de respecter le territoire comme le font certains clubs hors la loi traditionnelle. Ils ouvriront un chapitre où ils le souhaitent, même si c'est sur le pas de la porte des Angels. Leur adhésion multiethnique signifie également qu'ils peuvent recruter à partir d'un éventail plus large, attirant des personnes que les Angels pourraient même ne pas considérer.
et avec leur palmarès de violence, toute confrontation est susceptible d'escalader rapidement. Pour les Angels, un combat avec Satodara ne concerne pas seulement le territoire, il s'agit de défendre leur réputation à l'échelle mondiale. Perdre du terrain face à un club comme celui-ci envoie le mauvais message aux rivaux partout. Et c'est pourquoi Satodara, malgré son jeune âge par rapport à certains clubs, a gagné une place parmi les gangs de motards hors la loi les plus redoutés au monde. Rock Machine Motorcycle Club. Si vous voulez parler des guerres de motards qui ont choqué tout un pays, l'histoire de la Rock Machine et des Hells Angels au Canada est aussi sanglante que possible. Ce n'est pas une petite querelle ou une série de bagarres dans des bars. C'était un conflit à grande échelle connu sous le nom de guerre des motards du Québec, et ça a laissé plus de 150 personnes mortes entre 1994 et 2002. C'était une guerre menée avec des armes, des bombes et des embuscades en plein jour, et cela a transformé la Rock Machine en l'un des clubs les plus redoutés d'Amérique du Nord. La Rock Machine a été fondée à Montréal en 1986 par Salvatore Cassetta et d'autres membres qui se sont séparés d'un autre club de motards local. Dès le départ, ils étaient différents. Ils ne roulaient en modèle pas juste pour l'image. Ils étaient fortement impliqués dans le crime organisé, en particulier dans la distribution de drogue. Lorsque les Hells Angels ont essayé de prendre le contrôle total du commerce de la drogue au Québec, la Rock Machine a refusé de se plier. Ce refus s'est transformé en guerre ouverte. La violence a rapidement escaladé. Les attentats à la bombe sont devenus une tactique courante. Des fusillades ciblant des clubhouses et même des membres de la famille ont eu lieu. Des innocents ont été tués, y compris un garçon de 11 ans, Daniel Desrochers, qui est mort en 1995 lorsqu'une voiture piégée, destinée à des motards rivaux, a explosé près de chez lui. Cet incident a provoqué un tollé public si intense qu'il a poussé le gouvernement canadien à donner à la police des pouvoirs élargis pour lutter contre le crime organisé. Tout au long des années 1990, la Rock Machine a tenu bon face aux Angels malgré leur infériorité numérique. Ils ont formé des alliances avec d'autres gangs, y compris le Bandidos Motorcycle Club, pour équilibrer le pouvoir. Les forces de l'ordre au Québec ont décrit la situation comme une guerre urbaine, avec des unités de police débordées, essayant d'empêcher la violence de déborder dans la vie quotidienne. En 2001, la guerre a atteint un tournant. Face à des attaques incessantes, la Rock Machine a officiellement rejoint le Bandidos, leur donnant un soutien international. Mais le coût de la guerre était énorme. Des centaines de personnes ont été blessées et plus de 150 ont perdu la vie. Même après la fin officielle de la guerre des motards du Québec en 2002, le nom de Rock Machine n'a pas disparu. Le club a réémergé dans les années suivantes, reconstruisant des chapitres au Canada, en Australie et en Europe. Pour les Hells Angels, la Rock Machine représente un type d'ennemi dangereux. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec les Angels pendant des années et survivre. Ils ne sont pas intimidés par des numéros plus importants. Ils ont montré qu'ils se battraient publiquement devant des caméras sans se soucier de l'opinion publique. Et peut-être plus important encore, ils ont démontré qu'ils pouvaient revenir de presque la destruction, une qualité qui rend tout rival plus difficile à éliminer. La guerre des motards du Québec est encore considérée comme l'un des conflits de crimes organisés les plus meurtriers de l'histoire moderne. Et pour les Hells Angels, la Rock Machine reste la preuve que même les clubs les plus forts peuvent saigner. Vagos Motorcycle Club. Si les Hells Angels dominent les gros titres en Californie, les Vagos possèdent un Amset les Ombres dans une grande partie du sud-ouest. Fondés à San Bernardino, en Californie en 1965, les Vagos se sont construits en une armée verte et noire qui s'étend désormais à travers les États-Unis, le Mexique et même le Canada. Ils se surnomment Green Nation, et dans le monde des motards hors la loi, ce nom a du poids. Les forces de l'ordre les décrivent non comme l'un des plus grands et des plus dangereux gangs de motards de l'Ouest, et pour de bonnes raisons. La réputation des Vagos ne vient pas de balades caritatives amicales. Elle provient du trafic de drogue à enjeu élevé, de la vente d'armes et d'une volonté de répondre à la violence par encore plus de violence. Leurs tensions de longue date avec les Hells Angels ont éclaté en fusillades bagarres et embuscades publiques. L'un des incidents les plus infâmes s'est produit en septembre 2011 au casino John Asquagas, Nugget à Sparks, au Nevada. Une fusillade entre les Vagos et les Hells Angels a éclaté au milieu du sol du casino pendant un rassemblement de motards.
Des dizaines de balles ont été tirées et le président du chapitre de San José des Hells Angels, Jeffrey Jethro Pettigrew, a été tué. La fusillade a déclenché des jours d'attaques de représailles, y compris des fusillades en Californie. La rivalité avec les Hells Angels est alimentée par la concurrence pour le territoire et le contrôle des routes de distribution de drogue en Californie, au Nevada et en Arizona. Les Vagos ont été accusés d'essayer de s'imposer sur des marchés traditionnellement dominés par les Angels, ce qui entraîne des frictions constantes. Au Mexique, leur lien avec les cartels ajoute une autre couche dangereuse, leur donnant accès à des réseaux de contrebande que les Angels préféreraient contrôler eux-mêmes. Les forces de l'ordre poursuivent les Vagos depuis des décennies. En 2011, l'opération Green Heat a ciblé leur direction en Californie, entraînant l'arrestation de dizaines de membres pour des accusations allant du meurtre au trafic de méthamphétamine. En 2013, une autre vaste opération au Nevada et en Arizona, connue sous le nom d'opération Pure Luck, a arrêté des membres de haut rang accusés de rackets d'enlèvement et d'extorsion. Les procureurs fédéraux ont à plusieurs reprises qualifié les Vagos d'entreprises criminelles en vertu des lois RICO, les mêmes lois utilisées pour démanteler les familles de la mafia. Ce qui fait des Vagos une menace sérieuse pour les Hells Angels, c'est leur combinaison de taille d'organisation et de brutalité. Ce ne sont pas un petit club régional, ils sont un réseau international avec des connexions profondes au crime organisé. Leurs membres sont d'une loyauté farouche et leur structure de direction leur permet de coordonner leurs actions à travers plusieurs États et pays. Dans la rue, ils sont connus pour se déplacer en force et montrer leur nombre, ce qui les rend intimidants pour les rivaux et difficiles à gérer pour la police sans opération majeure. Pour les Hells Angels, les Vagos ne sont pas juste un autre concurrent. Ils sont une armée, bien connectée, qui a montré qu'elle se battra à vue. Et lorsque votre rival a à la fois la main-d'œuvre pour s'opposer à vous et les alliances pour les soutenir, vous ne pouvez pas les ignorer, vous devez les surveiller. Et dans le monde des motards hors la loi, surveiller signifie généralement se préparer à la prochaine bagarre. Rebels Motorcycle Club. Lorsque les Hells Angels ont poussé fort en Australie à la fin des années 1990 et dans les années 2000, ils ont rencontré un problème qu'ils ne pouvaient pas baldoser. Le Rebels Motorcycle Club. Fondé à Brisbane en 1969, les Rebels sont devenus le plus grand club de motards hors la loi en Australie, avec des centaines de membres et des dizaines de chapitres répartis à travers le pays. Alors que d'autres clubs montent et descendent, les Rebels sont restés forts, en jouant un long jeu mélangeant intimidation brute et influence calculée. La violence fait partie de leur histoire, oui, mais ce n'est pas le tableau complet. Les Rebels ont construit un système. Ils ont infiltré des entreprises légitimes, des salons de tatouage, des sociétés de transport, des entreprises de sécurité, à la fois comme façade pour des activités illégales et comme moyen de blanchir de l'argent. Les rapports de renseignement de la police les ont liés au trafic de drogue, au trafic d'armes et à la production de méthamphétamine à grande échelle. Mais ils ont également noté comment les rebelles utilisent la propriété d'entreprises et les connexions politiques pour se protéger. Dans certaines régions, ils ont sponsorisé des événements communautaires, leur donnant une image publique qui peut confondre les étrangers sur qui ils sont vraiment. Leur rivalité avec les Hells Angels en Australie a été intense. Les Angels sont arrivés avec leur réputation nord-américaine et ont essayé de prendre le contrôle de territoires clés pour la drogue et des ports stratégiques. Les Rebels ne se sont pas contentés de défendre leur territoire, ils se sont étendus. Il y a eu des bagarres, des fusillades et des attentats à la bombe liés à ce conflit, mais le vrai combat porte sur le contrôle du pipeline d'argent. Quiconque contrôle les ports contrôle le flux de drogue et d'armes dans le pays. Et les rebelles ont l'avantage du terrain. Les forces de l'ordre en Australie ont réagi avec de dures lois anti-motards, y compris une législation anti-association qui rend illégal pour les membres de clubs de motards hors la loi de se rassembler en public. La police a mené des raids massifs sur les propriétés des rebelles, saisissant des drogues, de l'argent et des armes. En 2017, l'un des plus grands raids coordonnés de l'histoire du Queensland a ciblé les rebelles, avec des dizaines de propriétés perquisitionnées et plusieurs arrestations effectuées. Pourtant, le club a survécu à chaque répression. Ce qui rend les rebelles si dangereux pour les Hells Angels, c'est qu'ils combinent la force d'un gang de rue avec la structure d'un empire commercial. Ils peuvent mener une bataille publique dans la rue et une bataille silencieuse dans les salles de réunion.
Ils peuvent apparaître comme des sponsors communautaires tout en dirigeant l'un des plus grands réseaux de crime organisé de l'hémisphère sud. Et parce qu'ils font partie de la culture australienne depuis plus de 5 décennies, ils ont des racines locales profondes que les étrangers ne peuvent pas facilement en déraciner. Pour les Hells Angels, c'est le pire type de rival, celui qu'on ne peut pas simplement battre à l'usure. Pour battre les rebels, il faudrait les surpasser dans la rue, dans les affaires et dans l'influence. Et c'est une bataille que les rebelles gagnent en Australie depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, alors qu'ils essaient de sensibiliser à l'intimidation et au suicide chez les adolescents, Stand for the Silent est une organisation à but non lucratif dédiée à fournir des ressources de santé mentale gratuites à notre jeunesse. Pobob's Motorcycle Club. Si vous voulez comprendre d'où vient réellement la culture des motards hors la loi, vous ne pouvez pas ignorer les Pobobs. Leur nom vient des Pissed Off Bastards of Bloomington, formés en Californie en 1940. Ils n'étaient pas les plus grands, mais ils ont fait l'histoire. En 1947, ils sont devenus un acteur central dans l'infâme émeute de Hollister, un rassemblement de motards à Hollister en Californie qui a complètement déraillé. Des motards, y compris des membres des Pobobs, ont déferlé sur la ville, ont couru dans les rues, ont bu jusqu'à ne plus pouvoir se tenir debout et ont transformé un événement tranquille en quelque chose qui ressemblait à une prise de contrôle. La presse nationale s'est enflammée avec les histoires, et tout à coup, l'image du motard hors la loi s'est gravée dans l'esprit des Américains. Cette émeute n'a pas seulement fait les gros titres. Elle a planté les graines de l'un des clubs de motards les plus notoires de l'histoire. Un an plus tard, le membre des Pobobs, Otto Friedli, s'est séparé et a aidé à fonder les Hells Angels. Ce lien signifie que les Pobobs ne sont pas juste un autre club, ils font partie de l'histoire d'origine des Angels. Mais au fil des décennies, alors que les Hells Angels construisaient un empire mondial, les Pobobs sont restés plus petits, enracinés en Californie, dirigeant leurs opérations avec moins de bruit mais pas moins de détermination. Les Pobobs d'aujourd'hui n'ont peut-être pas le nombre des Mongols ou des Outlaws, mais ils ont quelque chose d'aussi précieux, le terrain natal. Dans certaines parties du nord de la Californie, ils ont été une présence constante pendant des décennies. Les forces de l'ordre les ont liés au trafic de drogue, au réseau de motos volées et à la vente d'armes. Mais voici la chose. Vous ne les voyez que rarement dans des opérations policières massives ou dans les gros titres nationaux. C'est intentionnel. Les Pobobs savent comment travailler dans l'ombre. Ils gardent leur cercle étroit, leur profil bas et leurs affaires en mouvement. Et ne vous y trompez pas, ils ont toujours une histoire avec les Hells Angels. Bien que leur connexion initiale provienne de Friedli, les décennies suivantes ont apporté de la compétition pour le territoire et l'influence. Il y a eu des rencontres violentes, mais les Pobobs ne partent pas en guerre pour le plaisir. Ils sont patients. Ils connaissent la valeur d'attendre le bon moment pour riposter ou tenir la ligne. Ils ont également appris le pouvoir de se fondre dans la masse. Certains membres dirigent dans des ateliers de réparation de motos des bars et des garages. Ce sont des endroits qui génèrent des revenus réguliers, leur fournissent contre des façades légitimes et les maintiennent ancrés dans la communauté. Ce double rôle les rend plus difficiles à cibler en tant que gang criminel pur. Pour les Hells Angels, les Pobobs sont le genre de rival qui peut être frustrant. Ils ne sont pas bruyants, ils ne sont pas tape à l'œil et ils ne chercheront pas à conquérir le monde. Mais ils sont profondément enracinés, connaissent leur rue et ont un lien personnel avec le tout début des Angels eux-mêmes. Et dans le monde des motards hors la loi, un rival avec une histoire de la patience et une morsure silencieuse peut être tout aussi dangereux que le plus grand club de la planète. Que pensez-vous de ces gangs de motards ? N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. Vous voulez plus de vidéos comme celle-ci? Alors abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires révélatrices. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo.